Bonjour à tous. Le dimanche 8 septembre 2024 au soir, j'étais sur cette chaîne pour présenter ma chaîne, présenter dans un long direct les détails que je révélais sur la façon inique et lamentable dont j'ai été viré de GPTV, Géopolitique Profonde TV. Je voulais en produire un résumé synthétique, ce qui me paraît bien sûr nécessaire parce que c'était un long direct de 3 heures, j'ai quelque peu tardé, mais le voilà. Gardons à l'esprit évidemment que ce n'est que ma position et mon avis, mais c'est aussi un avis de gentilhomme honnête et surtout un avis de juriste. Et à la grande différence des mots de Franck Pengam ou de Raphaël Bresliou, tout ce que je dis est fondé sur des écrits et des conversations Telegram que j'ai conservés. Je n'ai en rien été excessif dans ce que j'ai dit, et je souhaite bien du courage à GPTV s'ils veulent m'amener sur le terrain de la diffamation. Je précise que j'ai moi-même porté plainte dans cette affaire parce que je suis en devoir de dénoncer une escroquerie indéfendable avec d'autres éléments additionnels ayant consisté à utiliser abusivement mon image dans ce qui s'apparente tout à fait à une tromperie du public. Pour moi, tout ceci est irrationnel, mais il était nécessaire d'en parler. De l'autre côté, Franck Pengam, patron donc de GPTV, est tout à fait malhonnête lorsqu'il tente de communiquer aujourd'hui sur le fait que tous les acheteurs qui le demandent sont remboursés. C'est vrai, mais premièrement, c'est parce qu'en réalité, c'est moi qui lui ai recommandé de le faire, suite à son courriel tout à fait lamentable et mal rédigé du 26 août 2024, dont nous avions vu du reste, durant le direct, que 87% des acheteurs ne l'avaient même pas reçu. C'est bien la raison pour laquelle j'en avais parlé. Deuxièmement, si Franck Pengam était vraiment de bonne foi, il aurait remboursé de sa propre initiative tous les acheteurs, et non pas ceux qui le demandaient en leur disant que s'ils ne le demandaient pas, on les remerciait de considérer ça comme un don pour GPTV. Mais qui fait ça? Sérieusement, quoi. Il y a quelque chose d'évidemment déloyal à attendre que les acheteurs demandent à être remboursés. Ils n'ont jamais demandé à faire un don à GPTV. Mais de quel droit, quoi? De quel droit mettre les gens comme ça devant un fait acquis? Ça n'a aucun, encore une fois, aucun sens. C'est vraiment irrationnel. Au-delà de cela, Franck Pengam m'a viré de façon inique de GPTV en représailles parce que je n'avais pas accepté sa tentative de renégociation particulièrement irrespectueuse et mafieuse de ce dont nous avions convenu lui et moi, donc un partage à 50-50 des bénéfices, qui était, on va dire, de ses propres mots, ce qui était juste, tout simplement. Il l'a fait avec la complicité de Raphaël Bresliou, qui n'est pas du tout clair dans cette affaire, mais dont je pense qu'il n'a pas eu tous les éléments en temps réel concernant cette affaire. Tout ceci, de mon avis, est objectivement inique et lamentable, et c'était surtout intenable juridiquement. C'est une escroquerie de fait, que j'ai été obligé de dénoncer. Je fais le choix de l'intégrité de toute façon, et ceux qui me connaissent le savent. Ceux qui me connaissent également mon équanimité, je ne surréagis jamais. Ce qui est intéressant, c'est que GP fait mine qu'il n'y a jamais eu escroquerie, mais c'est bien parce que je l'ai dénoncé, et parce que c'était même pas une idée de le dénoncer, c'était moi pour protéger GPTV. Et après coup, Franck Pengam finalement en est réduit à suivre ce que j'avais recommandé, mais vraiment dans une optique en plus de simple correction juridique, et c'est pas du tout dans une idée, dans une optique où j'allais me faire virer, c'était dans un contexte où Franck Pengam avait tenté d'endormir ma méfiance, et aujourd'hui il ne peut répondre que par un silence gêné. Mais moi j'ai encore les preuves, j'ai encore la conversation, et j'ai encore ce que je lui avais écrit justement en ce sens, suite à son mail ridicule du 26 août, je lui avais dit ce n'est pas propre juridiquement, il faut nécessairement faire ça, ça, ça et ça. Et de fait, avec peut-être un minimum de silence gêné suite à mon direct, il rembourse les gens à peu près. Même s'il y a des phénomènes, il y a des gens qui ont été parfois prélevés davantage de ce qu'ils auraient dû être prélevés. C'est tout à son honneur, mais c'est bien parce qu'il est forcé de rembourser les gens. Mais encore une fois, s'il avait vraiment justement une véritable, en parlant d'honneur, de correction, loyauté, il aurait remboursé tous les gens de sa propre initiative. Du reste, il y a eu destruction de preuves des deux côtés, du côté de Franck Pengam et de Raphaël Bresliou. Moi, j'ai gardé les conversations, me manque peut-être juste la phase finale, mais j'ai suffisamment d'éléments. Et quand on a destruction de preuves, c'est peut-être qu'on a des choses justement à cacher. Tu sais parfaitement, Franck Pengam, que tu as négocié d'une sale façon, tu as tenté de négocier d'une sale façon, et tu étais vraiment dans une drôle de confusion mentale. Pour moi, tout ceci était irrationnel. Quant à Raphaël, on va venir sur ce point. Donc, quoi qu'ils pourront en prétendre, Franck Pengam comme Raphaël Bresliou, à partir du moment où j'ai dit à Franck que ces agissements étaient juridiquement irréguliers et relevaient de l'escroquerie, et tandis que j'étais pas encore dans l'idée de me faire virer de GP, hein, qu'il se mettait donc que Franck Pengam se mettait en porte-à-faux et moi avec lui, j'avais été clair avec lui. Il s'agissait de protéger GPTV et juste de faire les choses proprement en fait. J'aurais parfaitement pu comprendre
que finalement Frank Pengam et Géopolitique Profonde ne veuillent pas publier un livre, parce que le pauvre Frank ne se serait pas assez goinfré dans l'affaire, lui qui était tellement dans le besoin, il faut le comprendre. Du reste, je reste de toute façon, je suis et je reste admiratif pour GPTV, pour le boulot de GPTV. J'y ai apporté justement ma contribution, ma crédibilité, ma popularité, et oui, naissante pour cette raison, parce que l'œuvre de GPTV était une très bonne chose. C'est d'autant plus débile de mon point de vue d'avoir démoli tout ça, de leur faute exclusive. Je le maintiens et je les attends de pied ferme s'ils veulent vraiment tenter de prouver l'inverse. En attendant, encore une fois, Franck a supprimé toute la conversation, Raphaël aussi, et il a gardé les gains sans aucune intention d'imprimer le livre, sans s'être assuré d'une information décente du public. Or, durant notre émission le dimanche il y a 2 semaines, où je révélais cette affaire par le menu, nous nous sommes aperçus, encore une fois, que 87% des acheteurs n'étaient même pas au courant du fait que le livre n'allait pas être publié et qu'ils pouvaient en demander remboursement. Dès lors, j'ai porté plainte et je demande à Frank Pengam de rembourser l'intégralité des acheteurs de sa propre initiative, ce qui serait la base. Ma plainte à moi ira plus loin parce qu'en ce sens que Frank Pengam me porte un réel préjudice de plusieurs natures, en même temps qu'il lèse mes lecteurs. Si l'intégralité des acheteurs n'est pas remboursée, j'engagerai également une action collective. Mais ça doit être de la propre initiative de Franck. Hein. C'est pas en attendant que les gens oublient qu'ils ont fait un don et que voilà. Parce que moi, de l'autre côté, les gens me contactent et ne savent même pas encore ces choses-là. Donc Frank Pengam, directeur de GPTV, est tellement indéfendable dans toute cette affaire que cela donnera, à mon avis, un cas d'école juridique assez intéressant. Il sera aussi intéressant de comparer les responsabilités de Frank Pengam et de Raphaël Bresliou et tout leur travail de bouche contre moi, avec la solution juridique qui sera donnée à toute cette affaire. Pour moi, ça fait 2 fois que l'on tente de se goinfrer sur mon dos en bénéficiant de mon expertise justement. C'est pénible, mais c'est la vie. Ça ne va pas m'empêcher de mener patiemment mon grand œuvre à moi et encore une fois, je réserve l'hypothèse que GPTV redevienne lucide, décent, basiquement voilà, ce serait peut-être la base en fait de se comporter décemment. Je dis ça, je dis rien. Si après je vais vous lire ma plainte, je précise donc ma plainte, le verbatim de ma plainte en fait, aux autorités. Donc, 2 points, ouvrez les guillemets, ma plainte donc dans une ambiance judiciaire, n'est-ce pas? Depuis si après donc les faits et l'enchaînement, pour tout résumer. Depuis décembre 2023, je travaillais régulièrement avec donc un média alternatif sur internet, GPTV, Géopolitique Profonde TV, fondateur directeur Frank Pengam, depuis donc décembre 2023. J'écrivais des articles, puis j'ai participé à diverses émissions. Certaines étaient rémunérées, où je faisais des chroniques. J'ai été l'un de leurs éléments les plus populaires et crédibles, le public m'appréciait, j'avais des livres déjà prêts à faire publier depuis longtemps. Nous avons convenu ensemble début juin 2024 de faire publier ensemble l'un de mes livres déjà écrits chez donc Géopolitique Profonde en tant que maison d'édition. Nous convenons alors de partager les bénéfices à 50-50%, ce qui était équitable. Cette publication est annoncée alors sur les réseaux sociaux et je fais 3 entrevues en ce sens. Les vidéos sont sauvegardées, bien sûr. Je produis une version augmentée de ce livre, bonne pour publication, qui est délivrée début août 2024. Les commandes du public affluent entre-temps, alors que je n'avais même pas vraiment commencé la véritable promotion du contenu de l'ouvrage augmenté. Donc, Franck, qui a commis l'erreur de me l'avouer, a parlé de 350 commandes, la majorité en format papier à 40 €, tarif de soutien. Parmi elles, une trentaine seulement de mémoire à 20 €, version numérique seulement, soit un CA engrangé estimé de 13 000 €. Je précise d'ailleurs que quand Franck m'a fait partager les bénéfices, lui m'a présenté un chiffre d'affaires de plutôt de 10 000 €. Ce serait intéressant de savoir comment il a calculé ça. Tant et si bien que Frank Pengam, donc flairant clairement la manne financière, tente soudainement à la mi-août 2024 d'obtenir une renégociation du partage des bénéfices à 50-50%, 50-50. Il désire à présent 80-20% en sa faveur sur le fondement de motifs tout à fait fallacieux. Notamment, il prétend que le pauvre chéri, il aurait été en position de faiblesse lorsqu'il avait négocié de façon équitable. Pour lui, négocier de façon équitable, c'est être en position de faiblesse. Ce qui est donc une inversion des faits, puisque c'est moi-même qui étais en position de faiblesse à l'époque, et c'était la raison pour laquelle la publication de ce livre était présentée comme une opération de soutien en ma faveur.
C'était la raison pour laquelle la publication de ce livre donc avait été vendue au public comme une opération de soutien en ma faveur. J'avais connu des déboires professionnels dans les mois précédents, ayant eu un partenaire professionnel indélicat qui avait voulu s'arroger la paternité exclusive de mon expertise dans un certain domaine, géopolitique internationale. Et donc Franck avait prétendu que, oui, maintenant que ma situation était redevenue formidable et folichonne, le pauvre chéri, il fallait qu'il renégocie absolument. Il fallait vraiment, c'était important pour lui. Il n'a pas assez d'argent, ce pauvre garçon. Premièrement, dans cette conversation dont j'ai gardé les éléments essentiels, mais qui a plus tard été supprimée par Frank Pengam, ce dernier montra un penchant particulièrement dominateur et un irrespect notable dans sa tentative de renégociation d'une part. D'autre part, il mettait en balance la continuité de notre collaboration, c'est-à-dire le déploiement de nouvelles émissions qui étaient prévues depuis juin, alors que si je n'avais pas parlé de ce livre à publier, cette collaboration aurait continué. Tous les autres collaborateurs de GP m'en avaient parlé. C'était un chantage évident de sa part. Je précise notamment Raphaël et Nicolas Stoker m'en avaient parlé. Deuxièmement, cette tentative de renégociation, entre guillemets, aurait constitué une tromperie du public, puisque cette opération de publication de ce livre, annoncée à un tarif de soutien, avait été présentée au public comme une opération de soutien en ma faveur, je le répète. Le public avait répondu présent, avant tout parce que je suis crédible et que le propos de cet ouvrage est complètement inédit, introuvable ailleurs, sur la situation aux États-Unis, la création d'une guerre civile artificielle aux États-Unis, mais aussi en France, à partir des mêmes logiques qui sont à l'œuvre. Ce qui signifie donc que cette tentative de renégociation léonine aurait, de la part de Frank Pengam, aurait en plus constitué une véritable tromperie du public, à laquelle Frank Pengam me demandait de me soumettre sans mot dire. C'était absolument hors de question et je lui ai signifié. Il s'agissait d'un chantage assumé de sa part, avec des éléments de langage quasiment mafieux assortis d'un irrespect notable. Frank Pengam prétendait m'imposer des éléments de langage juridiquement indéfendables tout en m'interdisant de lui répondre sous prétexte qu'il n'avait pas le temps, que j'écrivais trop, etc. Je n'ai jamais vu ce type de communication en entreprise. J'étais considéré comme soi-disant problématique, soi-disant que je n'écoutais rien parce que monsieur Frank Pengam me disait de ne pas répondre avec trop de mots, le pauvre chéri, et de fait de ne pas lui répondre. Parce qu'il m'envoyait des audios et des écrits avec vraiment beaucoup de reproches, de ceci, de cela, des motifs foireux et une conversation d'1 heure et quart pour m'expliquer par A plus B qu'il voulait globalement poser son entrejambe sur mon nez pour vraiment montrer qui c'était le patron. C'est vraiment de la domination de petit mal, vraiment lamentable. Vraiment lamentable. Il faudra vraiment que tu te réformes là-dessus, Frank Pengam. Il me reprochait de lui répondre par des paragraphes ou des audios circonstanciés en retour qui démolissaient chaque point de son argumentation, du reste bien légère. J'aurais donc été forcé d'accepter sa volonté sans y répondre. C'était de la pure déloyauté et un mode de communication tout à fait malsain et dominateur que je n'allais en aucun cas accepter. En retour, étant moi-même juriste de formation, j'ai donc fixé par écrit, les écrits c'est bien Franck, fixé par écrit mes réponses en démolissant chaque point de son argumentation intenable, ce qui a consisté en quelque chose comme 4 pages d'argumentaire au terme desquelles il ne restait plus rien de son argumentation à lui. Je demandais aussi l'établissement, si ce n'était pas trop demandé, d'une relation contractuelle écrite et claire. J'étais du reste prêt à gérer les aspects juridiques de ce qui, de fait, était la création d'une nouvelle maison d'édition. Rien de tout ceci n'aurait dû être problématique et c'était même vraiment, c'était le développement d'une nouvelle activité pour GP. J'avais même vraiment, ça pouvait être vraiment intéressant de vendre à la fois des synthèses, des calibres, des formats intermédiaires et même des livres. C'était vraiment une nouvelle activité pour GP qui aurait pu marcher et qui aurait pu créer vraiment un nouvel état d'esprit synthétique pour le public qui était vraiment donc de la valeur ajoutée également pour les lecteurs. Suite à donc mes réponses bien carrées, la situation a semblé se dégonfler alors. Frank Pengam m'envoya une capsule audio que j'ai conservée bien sûr, revenant sur sa prétention à m'imposer une remise en cause de nos accords qui était de toute façon inacceptable à ce moment-là. Il avait quand même dû comprendre que son truc était indéfendable et je lui disais clairement, t'imagines si je révélais au public le fait que tu as présenté au public une opération en ma faveur, alors qu'en réalité c'était pour te goinfrer toi? C'est juste de l'escroquerie quoi. Et, puis après ça, Franck m'a maintenu durant 2 semaines, deuxième quinzaine d'août jusqu'au début septembre, dans le flou, quant à cette édition du livre d'une part, et quant à la continuité de notre collaboration d'autre part. Alors, je le répète, qu'elle était prévue depuis juin. J'ai flairé alors qu'il tentait une manœuvre dilatoire,
ou on l'a ferré pour moi peut-être, de façon illogique. Il a envoyé le 26 août un courriel général aux acheteurs du livre qui étaient confus, disant d'une part qu'à son grand regret le livre ne serait pas publié, mais d'autre part qu'il le serait peut-être plus tard, et qu'en attendant le public avait jusqu'au 31 août, donc moins d'une semaine, pour se faire rembourser. Mais que GPTV remerciait d'avance les acheteurs qui ne demanderaient pas ce remboursement, de bien vouloir considérer leur achat du livre comme un don spontané de leur part en faveur de GPTV. Frank Pengam, du reste, n'avait pas jugé bon alors de m'informer de l'envoi de ce courriel bizarre du 26 août, alors que j'aurais dû être, en tant qu'auteur, le premier au courant. De manière jésuite, alors, je lui ai demandé ce qu'il en était. Ses réponses étaient dilatoires, alors même que j'aurais parfaitement pu comprendre que soudain, il n'ait plus voulu publier l'ouvrage en version papier, mais surtout, je l'informais que juridiquement, sa position était intenable. Il ne laissait qu'une semaine, même pas, au public pour demander remboursement. D'autant plus que tous les acheteurs n'avaient pas reçu ce courriel. Ayant fait un petit sondage auprès des acheteurs que je connaissais, je me suis aperçu que seuls 2 acheteurs sur une douzaine avaient bien réceptionné ce courriel du 26 août. La majorité des acheteurs n'étaient donc pas au courant. Ils ne savaient pas que l'ouvrage ne serait finalement pas publié, qu'ils n'avaient que jusqu'au 31 août pour en demander remboursement. Ce n'était donc pas correct vis-à-vis du public et cela exposait GPTV à des poursuites juridiques. Et c'est ce que j'ai dit en fait à Frank Pengam, qu'il devait rembourser de sa propre initiative les acheteurs ou au minimum leur laisser un délai bien plus long, au moins un mois. Et à partir de et pour moi, j'étais vraiment dans l'idée de préserver, ce que je vais dire, à partir de cette deuxième quinzaine d'août, Frank Pengam m'a semblé dans une confusion mentale notable. Ses décisions étaient particulièrement irrationnelles de mon point de vue. Ça n'avait, voilà, aucune réponse claire à mes écrits clairs ne m'a été apportée, alors même que je disais clairement que mon but était de préserver la réputation de GPTV, de conseiller juridiquement Frank Pengam pour ne pas se mettre en porte-à-faux et moi-même au passage vis-à-vis du public. Quelle que soit la décision, sa décision finale, il fallait que les choses se passent proprement. De même, j'avais proposé durant la négociation un avantage pour Frank Pengam, comme en échange de ce maintien à 50-50 des bénéfices, puisqu'il voulait absolument, machin, je lui ai dit c'est hors de question. Par contre, lui voulait donner les. Là, c'est pour laquelle je l'avais déjà énoncé. Il voulait donner le livre entier gratos au public à ses acheteurs. Je lui ai dit non, c'est beaucoup trop cher pour GPTV. Par contre, moi, je lui proposais de lui produire justement une synthèse gratuite et d'autres après pour son public, comme un abonné gratuitement. Et d'ailleurs, il m'a répondu enfin une bonne nouvelle. Ça aurait constitué un avantage pour les abonnés de sa revue. Donc ça sécurisait son nombre d'abonnés, parce que c'est le grand souci de Franck, c'est augmenter son nombre d'abonnés. Et Dieu sait si j'aurais pu réellement l'aider en ce sens. Mais voilà, ses décisions suivantes n'étaient pas très rationnelles. Toujours est-il que, je précise dans ma plainte que donc Frank Pengam a créé une revue de géopolitique dans laquelle j'écrivais. Son principal souci était de pérenniser son lectorat, et j'offrais là une compensation crédible dans le but de huiler, de restaurer, de sécuriser la suite de notre relation professionnelle. Alors même que si je n'avais pas évoqué la publication de ce livre sur Charlottesville, notre collaboration professionnelle n'aurait pas fait un pli. Elle aurait continué. Comme cela m'avait été régulièrement annoncé dès juin 2024, cela n'aurait pas fait débat, quoi qu'en prétendrait aujourd'hui Frank Pengam ou Raphaël Bressu. La dernière décision irrationnelle a consisté le 5 septembre 2024, de la part de Frank Pengam, à me payer ma part de bénéfice à 50-50 sur le livre. Je précise quand même à partir d'un calcul assez bizarre, puisque normalement ça devrait faire plutôt 13 000 que 10 000. Donc moi, j'ai pas moufté quand tu m'as présenté la facture, mais il faudra que tu m'expliques comment tu l'as calculé, Franck. C'est un petit détail, ça. On verra ça devant le procès. Alors même, de toute façon, tu pourras maquiller les comptes, tu sais faire ça bien. Mais en tout cas, tu m'avais parlé, toi, de 350 commandes. Hein, 350 commandes. Fois 40. Avec 20, 30, seulement à 20 euros. Ça fait combien, Franck? Alors même, donc, il me paye donc le 5 septembre 2024 ma part de bénéfice à 50-50, alors même que le livre n'allait finalement pas être publié, tout en m'évinçant de GP, en me disant j'ai quand même été mignon avec toi, tu vois, je te paye, alors que j'étais son meilleur atout, ouais, bon, d'accord. C'était clairement les représailles qu'il m'avait laissé entendre dès la mi-août si je refusais sa renégociation mafieuse. Donc voilà, se soumettre ou se démettre, j'ai choisi l'intégrité, mon cher Franck, mais toi, vraiment, tu es minable dans cette affaire. C'est pas correct, en fait. Et tellement minable que pour moi, c'est tellement irrationnel que de fait, je sais ce qui s'est passé, mais toi, tu ne l'as pas compris. J'y reviens, j'en avais parlé durant le direct. En tout cas, Franck avait mis 15 jours de tergiversation à me mener en bateau, mais aussi à tromper le public, puisqu'il ne s'agissait là
Il s'agissait là de partager des bénéfices pour un livre que le public avait payé, mais pour qu'il soit publié en version papier, alors que ce livre ne serait finalement pas publié et le public ne le savait même pas. Et pourtant, tu partageais les bénéfices avec moi. Pourtant, j'avais été parfaitement clair, c'est toujours le verbatim de ma plainte, sur le fait que cela n'avait aucun sens de partager les bénéfices maintenant avant de connaître les coûts finaux de l'impression papier du livre. Lui a prétendu que je voulais être rassuré au sujet de sa fiabilité professionnelle, mais j'avais été très clair en réponse. Il n'y avait aucun sens à être payé à ce moment-là, et j'étais très tranquille là-dessus. Il fallait juste que tu sois droit et clair, Franck. En fait, c'est un petit peu difficile à conceptualiser, manifestement. De fait, c'était une tromperie du public, c'était une escroquerie, mais en me payant soudainement, c'était comme si Franck Pengam me faisait participer, contre mon gré, à une escroquerie, me conduisant à tromper mon propre public, outre le public de GP. Je ne sais pas si Franck se sent concerné par le public de GP, en fait. Il n'y avait aucun sens donc dans cette décision finale de Franck Pengam qui m'obligeait alors juridiquement à dénoncer un délit auquel, de fait, il a voulu soudainement me faire participer, alors que ce n'était en rien ma demande. L'épilogue, le clou du spectacle, étant que dans ce dernier message, Franck Pengam m'annonçait m'avoir payé, sans aucun sens, car c'était l'inexécution de son obligation contractuelle vis-à-vis de ses acheteurs de mon livre, mais surtout, il détruisait l'intégralité des preuves, c'est-à-dire de notre conversation Telegram, dans laquelle tout ceci était écrit, et par laquelle je lui avais envoyé mes documents de réponse juridique bien mis en page. J'ai bien fait de le faire, puisque j'ai tout gardé. Son collaborateur Raphaël Bresliou, bravo Raphaël, avait fait la même chose 15 jours plus tôt, sans raison apparente, éveillant mes soupçons. Bravo Raphaël. J'ai cependant conservé la quasi-totalité de la conversation, c'est un réflexe de juriste, hein, ça peut servir, mais il m'en manque quelques morceaux en phase finale, mais j'ai suffisamment largement pour prouver, aussi dans la mesure où mes lecteurs acheteurs sont avec moi et prêts à témoigner, y compris ceux qui ont subi des frais anormaux, comment dire, des prélèvements abusifs. Ce qui semble assez fréquent, donc chez GPTV du reste, c'est bien dommage, c'est bien dommage. D'ailleurs, c'est ce que je t'avais dit, Franck. Tes interfaces, il faut les modifier parce que certaines font vraiment site de l'Est, opaque, hébergé à Monaco ou sur des plateformes pétrolières, ce genre de choses. Donc voilà pour la fin du verbatim de ma plainte. C'était donc important de conserver tout cela, de revenir sur tout ça. Dans le direct, j'avais longuement parlé, après les faits, j'avais parlé du relationnel, j'avais parlé de l'historique de mon relationnel avec GP qui s'était dégradé progressivement, fondamentalement pour rien, à part éventuellement les lubies de Raphaël. J'avais donc parlé des faits dont je viens de vous faire un résumé. J'avais parlé de la façon dont mon relationnel avec Raphaël et Franck s'était dégradé, mais d'une façon très bizarre. J'avais ensuite parlé de la conduite à tenir et de la conclusion. Donc, concernant l'aspect relationnel, je vais revenir un peu là-dessus. La conclusion anticipée, c'est que le succès lent bâtit le caractère, le succès rapide bâtit avant tout l'ego, n'est-ce pas, Franck? L'arrogance que donne le pognon. En tout cas, dans cette historique de relationnel qui s'était brouillé, concernant Raphaël, il y avait des brouilles tout à fait mineures entre Raphaël et moi qui ont été montées en épingle après le 14 juillet. Il y a eu un vrai incident le 14 juillet où Raphaël est devenu vraiment très colérique et extrêmement susceptible, mais moi-même, j'avais une part de responsabilité, donc j'ai fermé ma gueule et c'est arrivé 2-3 fois que Raphaël vraiment m'engueule de façon très, très colérique, mais avant tout par surmenage, avant tout de son propre aveu, outre des problèmes personnels d'Ixit Franck. Raphaël m'en avait touché aussi 2 mots, mais quand Raphaël a soudainement supprimé l'intégralité de notre conversation vers le 20 août, ça m'a mis la puce à l'oreille sur le fait qu'il y avait quelque chose de tout à fait déloyal. Ce n'est qu'après coup, seulement à partir de début août, que Raphaël a prétendu des choses tout à fait acerbes contre moi qui n'avaient mais aucun sens. Il m'a envoyé des audios de pur délire, comme si je m'estimais parfait, que je me victimisais, que j'essayais de revenir sur ce en quoi j'avais parfaitement attesté du fait que j'avais eu à 2-3 moments des responsabilités, mais dans la réalité, j'ai commis quelques petites erreurs que j'avais parfaitement reconnues, mais vraiment très peu de choses, et à seulement 2 ou 3 moments. Il faut se calmer, Raphaël. Le problème, c'est qu'il y a vraiment un monde entre la façon dont moi, je le considérais et dont je valorisais Raphaël, et de l'autre côté, la façon dont lui me traitait, qui a été remarquée par bon nombre d'auditeurs. C'est ce que je lui disais d'ailleurs à plusieurs reprises, quand il était vraiment, quand il a vraiment été colérique, quoi. Jamais, moi, je n'aurais traité un ami comme ça, parce que je le considérais comme un ami, et j'avais raison. Et il y avait eu également c'était début août, à un moment, il m'a dit un truc genre, et allez, hop, ça dégage, sous-entendu, parce que le pauvre chéri, il m'a fait un petit délire de petit manager irascible quand il a alors mal pris une conversation où il était juste susceptible à l'excès sans avoir compris mon propos. C'était un irrespect ridicule, encore une fois, le public l'avait remarqué, c'était du
manque de professionnalisme, mais avant tout, je n'aurais jamais, moi, présumé ça de lui, en fait. Lui était capable de partir vraiment de façon très susceptible. Il a ses petits problèmes personnels, mais bon, c'est égal, en fait. Le problème, c'est que, d'ailleurs, quand il me parlait du passif agressif, lui, il abuse du passif agressif et il prétendait que c'était moi qui le faisais. Il se sent vraiment attaqué pour rien et ça, c'est un problème. Mais moi, ça m'a fait penser à un proverbe russe. Fonctionnaire de 14e classe dans un bureau de poste dictateur. On lui a donné des galons, il en a immédiatement abusé pour des raisons qui lui sont tout à fait personnelles. Chacun pourra en conclure ce qu'il veut, mais pour moi, il y avait clairement un manque de travail intérieur et beaucoup de surmenage de son propre aveu. Sauf que moi, j'ai une bien plus grande tolérance au manquement des amis que l'inverse. L'homme de valeur est exigeant avec lui-même et indulgent avec les autres. Réfléchis-y, Raphaël. Du reste, Raphaël, tu t'es senti sous le feu, pauvre chéri, durant mon direct où je révélais l'affaire, mais pauvre chéri, tu oublies que c'est parce que j'ai cité ce que tu as été capable d'écrire sur moi, je recite, rapporté par le public. La seule chose, donc ça, c'est les mots de Raphaël. Lorsqu'on lui a posé des questions sur comment se faisait-il que, alors que j'étais populaire sur GPTV, qu'on ne m'y voyait plus. La merveilleuse réponse de Raphaël. La seule chose que je vais dire pour ce soir, c'est que ce milieu est rempli de tarés, de salopards et de débiles. Merci Raphaël, ça fait plaisir. Les groupes dissidents n'ont jamais eu aucune promesse d'avenir concret ou de croissance à cause des organisations associatives et du manque de filtres sur les personnes néfastes. C'est moi la personne néfaste, Raphaël. T'es mignon. GP, c'est un média et une entreprise qui fait vivre plus de 20 personnes, qui accompagne des clients pour de l'émancipation financière, où on œuvre pour la liberté d'expression et les combats politiques. Nous sommes partis de rien, on teste, on réussit à certains moments. À certains moments, on a des ratés à d'autres. Dans tous les cas, on continuera de progresser. Ce n'est pas le premier drama, ni le dernier. Libre à nous, à vous de nous voir négativement. On prouvera le contraire par nos actes. Alors, vos actes, vous les avez clairement prouvés. Et moi, je te dis, Raphaël, que tu n'as pas su en temps réel ce que Franck a fait, qui était absolument indéfendable. Si tu défends une escroquerie, tu es complice, Raphaël. Donc là, on ne parle pas de drama, on parle d'un juriste d'un côté qui écrit tout de façon carrée, qui gère tout de façon carrée pour préserver GPTV dans une optique de collaboration. Et en face, on a un comportement de roquet qui veut voir du drama ou quelque chose de foireux, alors que en aucun cas je ne dois me concerner quand on parle de tarés, de salopards, et même de groupes dissidents et compagnie, de personnes néfastes. Mais si c'est ton délire, c'est bien. Mais je pense que la Vox Populi trancherait plutôt en ta défaveur qu'en ta faveur. Toujours est-il que ce que tu as écrit là, c'était juste en un seul mot minable, Raphaël. Mais moi, j'en rigole volontiers, mais toi, t'en rigolerais certainement moins que moi parce que tu sais que t'es pas très clair. Évidemment, tu as viré ces choses-là, mais on me les a rapportées. On me les a copiées-collées parce que le public était plutôt de mon côté que du tien. T'as pas encore compris ça, Raphaël, hein. Donc, en l'occurrence, niveau acte, d'ailleurs, quid des actes de GPTV si Franck est capable de se rendre directement responsable d'une telle escroquerie? Je parie, Raphaël, que tu n'étais pas au courant. Si tu étais responsable vis-à-vis de Franck, tu lui dirais, là, t'as déconné. T'as déconné, ça serait bien que tu reviennes au moins sur, voilà, d'une façon ou d'une autre. À toi de voir. Nicolas Stoker, pareil. Nicolas Stoker, pareil, ne connaît pas encore toute l'affaire. Je vais lui envoyer cette vidéo-là. S'il ne s'en départit pas et s'il ne critique pas au minimum, s'il ne. Comment dire? Si j'avais parlé entre toi et moi de ce qui s'appelle la correction fraternelle, en fait. Quand on fait attention dans la vraie fraternité humaine, c'est pas dans une ambiance maçonnique, c'est le vrai sens spirituel de la fraternité. Se corriger entre frères, c'est une nécessité. C'est pour s'améliorer réciproquement. Donc, tu mets ta susceptibilité énorme de côté, Raphaël. Tu mets ce que tu veux de je ne sais quel c'est vraiment, je ne veux pas tripatouiller ta vie parce que moi j'avais un grand respect pour toi. Je vais revenir là-dessus parce que c'est vraiment, et de fait, je considère encore une fois, tu vois, je peux parfaitement te pardonner, c'est juste nul. C'est vraiment un sale comportement de petit roquet susceptible, mais ça me dérange pas, quelque part, que tout le monde, on peut tous, à un moment ou à un autre, être en rupture, pour surmenage, pour autre. Je ne t'en veux absolument pas, et surtout, que dans les moments où tu m'as vraiment engueulé, c'est qu'il y avait vraiment, j'avais commis des impairs, etc., qui étaient vraiment très limités. Avant tout, mon cher Raphaël, j'étais dans un contexte de déménagement. C'était un moment pour une émission qui n'était pas prévue, que j'avais quand même choisi de faire. Tu n'avais pas à m'engueuler à ce niveau-là, tu n'avais pas à me montrer autant d'irrespect, mais c'est entre toi et toi-même, c'est vraiment ton problème. Moi, jamais j'aurais fait ça, encore moins en public. Voilà, donc, en l'occurrence, donc niveau acte, il y a une escroquerie. Moi, j'ai dénoncé l'escroquerie, c'est pas moi le fautif là-dedans, hein. Si tu appelles ça du drama, il y a un vrai problème en termes de définition. On m'a fait passer pour une drama queen, de fait, également à répétition, à d'autres moments, quand je demandais des titres moins putaclic. Quand toi, Raphaël, tu avais voulu me lancer tout de suite, ouais, on va faire une émission sur la franc-maçonnerie. J'avais pas le temps de la préparer, c'était de la connerie. C'était,
Surtout que maintenant, on va dire, quand tu seras redevenu intelligent, tu comprendras que ce que j'ai dit a mis une cible sur moi et pas sur toi. Et de fait, comme tu étais le maillon le plus faible avec Franck, surtout toi, eh bien, tu as été le contraire d'un ami, en fait. Tu as été, le censeur qui est en embuscade pour, des raisons qui te sont personnelles, mais en tout cas, ce n'était pas correct. Donc en l'occurrence, niveau acte, ton message, je répète, Raphaël, était minable. Le taré, salopard, débile, personne néfaste et compagnie, ton message était minable, Raphaël, et tu censures les gens parce que ça te fait rager que le public soit en ma faveur, parce que chez moi, les mots et les actes sont alignés. Tu ne m'en prendras jamais en défaut là-dessus. Et toi, on dirait que tu maudis qui t'a vu faible. Moi, je n'ai fait que t'encourager à te déployer parce que je t'estime sincèrement et même encore. Pour moi, vous êtes juste dans un délire de pensée de groupe, la pensée de groupe débilitante, tu sais. Franck t'a, je pense, bourré le mou, dans un moment où lui-même était dans une grande confusion pour une raison que tu n'as pas, ni lui, que je vous ai suggéré mais que vous n'avez pas compris. Tout simplement parce que nous avons subi une attaque extérieure et t'étais pas assez câblé spirituellement pour le comprendre en temps réel. Mais moi, j'ai fait ce qu'il fallait pour toi comme pour Franck, vous n'en saurez rien et vous me prendrez encore de haut, mais vous êtes bien loin de comprendre les enjeux, en fait. Donc Franck t'a bien bourré le mou parce que lui-même n'a aucune compréhension de la confusion mentale dans laquelle il s'est trouvé depuis des semaines, justement, depuis 2 3 semaines à ce moment-là. Mais en tout cas, tac, 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 c'est en tout cas, c'était vous n'avez il n'y a strictement rien de défendable, hein, dans ce qui a été votre comportement. Autre chose plus tard, une semaine après, quelques jours plus tard, on m'a également rapporté, mon cher Raphaël, sur Discord, heureusement que ma source a tout copié-collé, n'est-ce pas? Parce que tu as supprimé tout ça, évidemment. Donc Raphaël qui disait: «Il n'y a aucun problème de droit d'auteur», justement, il a été intégralement payé sur ses demandes. J'ai jamais demandé à être payé pour un truc non publié, hein. Ça, c'est dans la tête de Franck, mais Franck a pris une série de décisions complètement débiles, irrationnelles, disons posément ineptes, irrationnelles, parlons bien. Les clients sont déjà remboursés sur le format papier. Ils sont tous remboursés? Non, non, ils le sont quand ils le demandent. Non, 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 tu vois, tu es déjà en train de mentir, Raphaël. Quand ils répondent à notre mail, on rembourse instantanément, donc tu te contredis, bien sûr, Raphaël. Et surtout, JM a reçu la part intégrale des ventes et des dons. T'es sûr de ça? Sur 13 000 euros, j'ai reçu 4 000, ok. Et je suis pas sûr que ça fasse du 50-50. Pourquoi on perd, mais surtout pourquoi on partage des bénéfices sur un ouvrage qui devait être publié et qui ne l'est pas? Ça n'a aucun putain de sens. Donc là-dessus, tu aurais été mieux inspiré d'en demander compte à Franck. Mais aujourd'hui, je pense que tu te fais un gros salaire avec GPTV. Tu dois bien faire 3 000, 4 000, tu heureux là, hein. C'est comme Nicolas Stocker, vous auriez de l'argent à perdre. Je vous pense de bonne foi parce que là, je suis en train de vous dire que je pense que vous n'aviez pas tous les éléments, ni toi ni Nicolas. Mais maintenant, tu ne pourras pas dire que tu ne les as pas. Et tu merdeux dans l'affaire. Tu le sais pourquoi. Et de fait, si là, tu as connaissance maintenant des choses, peut-être que tu peux dire à Franck que peut-être tu ne seras pas toi co-responsable parce que juridiquement tu es un commettant la responsabilité du commettant du fait de son préposé, tu n'es pas directement responsable. Par contre, en ton fort intérieur, tu peux savoir que tu n'as pas été forcément, on va dire, de bonne influence. Mais ça, c'est ton délire, c'est ton problème, quoi. C'est ton karma, hein. Chacun génère son karma. Tu verras de mon côté, je vais faire des vidéos là-dessus, ça t'intéressera, ça t'apprendra quelques petites bricoles. Donc, le pauvre Raphaël qui nous dit: «À la suite, vu ce qu'il raconte sur moi, ce n'est plus possible malheureusement, ce type n'a aucun honneur». Tu parles d'honneur en étant complice de tout ça? Tu es sûr de ça? C'est le même qui avait dit tout à l'heure qu'il y avait des tarés, des salopards et des débiles, des personnes néfastes, voilà, le drama. Tu es sûr, que tu es bien placé pour parler d'honneur là? C'est super d'avoir des je sais que tu as un bon fond, moi je crois en toi, mais c'était pas tout à fait correct en fait. L'enchaînement n'était pas tout à fait correct. À un moment, il pose la question: «N'hésite pas à demander au service client pour le remboursement ou bien pour recevoir le format numérique. Ce sera quasi immédiat». Il menace et ne déposera pas jamais plainte. On parie? Tu juste pas compris, c'est juste que tu ne connaissais pas le fond de l'affaire. Je parie que tu viens de l'apprendre seulement. Dans le direct, tu étais trop long l'autre fois, mais donc là, je t'en ai refait une synthèse. Tu juste pas compris le truc. Par contre, c'est de la diffamation et nous avons tous les éléments. Tu sûr que tu as fait du droit, Raphaël? La diffamation ou dénoncer une escroquerie manifeste à laquelle on me force à participer, je crois pas trop que ça soit de la diffamation, hein. Donc là, c'est vrai que je le dis publiquement parce que je suis obligé de le dire publiquement et aussi parce que vous m'avez viré et qu'à l'occasion, vous m'avez viré pour des raisons lamentables. Ça, il faut voir avec Franck. Demande-lui, Raphaël. Là, de toute façon, tu as tous les éléments. Mais surtout, après, toi,
D'où tu ouvert ta gueule sur moi d'ailleurs? Des tarés, des salopards, des débiles? Je me sens pas concerné, moi ça m'amuse, hein. Mais c'est pas correct du tout, en fait. C'est vraiment pas correct. Et après que j'étais en roue libre, nous n'avons aucun problème car nous sommes juste réglo. Tu sûr de ça? JM ne peut pas accepter le rejet. Alors ça, c'est ton grand argument. Alors ça, j'ai adoré parce que la personne qui m'a rapporté les personnes qui m'ont rapporté tes diatribes de feu contre moi et tu as eu ta douce dose de bêtises et de mensonges. C'est super, Raphaël, c'est super, mais si c'est des mensonges, on verra devant le tribunal qui a menti. En tout cas, moi, j'ai les éléments. Mais surtout, ton histoire de Jean-Maxime ne peut pas accepter le rejet. Mon cher Raphaël, grand psychologue, c'est tout ce que tu as compris quand je t'ai parlé justement de la mésaventure qui m'est arrivée avec ma Amber Heard. En fait, c'était une histoire magnifique. Tu l'as juste pas compris, elle est même pas terminée, cette histoire-là. Tu Voilà, mais tu comprends ce que tu peux de mon rapport aux femmes, ce qui est à ta portée. Clairement, on n'a sans doute pas le même rapport, mais en tout cas, si toi tu as résumé ça, Jean-Max ne peut pas accepter le rejet. Non, 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 je ne peux pas accepter le mensonge. Les mensonges doivent être rendus. Toute disharmonie doit être remplacée par l'harmonie. Ce n'est pas du tout le problème du rejet, en fait. Du rejet sans mensonge, au contraire, non, non, d'autant plus que l'histoire dont je t'ai parlé est magnifique. Je suis pas sûr que tu en aies vécu des comme ça, mais voilà, chaque chose, on s'en fout. C'est même pas une comparaison. C'est juste que grand psychologue, Jean-Maxime ne peut pas accepter le rejet. Non, non, je peux pas accepter le mensonge. Vous m'avez viré d'une façon absolument inique parce que j'ai refusé quelque chose qui était complètement une renégociation déjà mafieuse et irrespectueuse. Il y a un moment, j'ai demandé à Franck: «Tu parles comme ça aux gens aussi dans la vie réelle?» C'est délirant, quoi. Et de l'autre côté, toi, après, tu expliques ça en déblatérant sur moi, en disant des trucs, alors que même, je parie que tu avais même pas tous les éléments de cette affaire. Donc mon cher Raphaël, et valable aussi pour Franck, c'était le public qui m'avait rapporté ça, qui m'avait dit: «Mis à part me psychiatriser, il n'y avait rien de solide dans tes réponses». Ça, c'était ce qui m'a été rapporté. De fait, c'est complètement vrai, quoi. Et désolé, oui, le public était de mon côté. Donc vous êtes heureux, vous m'avez coupé de notre public qui, de fait, me permettait de donner ma crédibilité à GPTV et je vous souhaite bien du courage pour en retrouver. Vous en retrouvez chez les vieux de la vieille, mais il y a plein de choses que je dis que vous ne retrouverez jamais. Mais c'est pas grave, c'est pas grave de encore une fois, c'est pas grave d'être évincé, mais d'être évincé dans le mensonge à la suite d'un chantage mafieux et de tout un ensemble de choses qui sont absolument indéfendables, ça va se régler dans les tribunaux et ce n'est pas un problème. Par contre, vous deviez de toute façon rembourser tous les gens de votre propre initiative et pas attendre d'espérer que le public considère ça comme des dons. Vous avez abusé de mon image, de fait, vous m'avez mené en bateau pendant 2 mois, ça va se payer de toute façon. Mais ça sera intéressant, tu sais? Il y a bien des réseaux, certains réseaux qui vont adorer de voir la soi-disant dissidence s'entre-déchirer. De fait, moi, je me considère pas comme dissident, avant tout, pour moi, c'est simplement de la libre pensée dans des luttes d'influence, tout simplement. Toujours dit que, rappelle-toi de Cicéron, hein, le public peut toujours comprendre un sujet ou un problème si celui qui l'exprime est crédible. Je pense que le public, entre ta crédibilité et la mienne, a largement tranché. Vous avez encore le vecteur, etc. Mais la crédibilité de GP a été entachée. Et quand tu parles d'une entreprise qui fait vivre 20 personnes, comment, si Franck est capable de se livrer à ce genre d'escroquerie? Ce n'est pas correct et ça ne fait que grossir les différentes casseroles, alors que moi-même j'étais de votre côté, de son côté, je reste encore admiratif, admiratif de ce qui a été créé, mais me saquer parce que je deviens populaire est tout à fait minable. Et Raphaël, tu as une grosse responsabilité là-dedans. C'est un comportement typique de roquet, ce n'est pas correct. D'ailleurs, pourquoi tu n'as pas le même relationnel avec Nicolas Stoker? Tiens donc, ça serait la bonne question, ça. Il n'a pas ton âge, il y a des choses qui... Tu peux pas lui reprocher certaines choses à lui. Pourquoi à moi d'ailleurs? Il n'y a pas un truc que ça remue en toi? C'est à toi de voir. Par contre, moi, je vais te le dire, j'ai une grande estime pour toi, Raphaël. J'estime même que tu es meilleur que moi sur pas mal de sujets. Tu as des connaissances, en tout cas complémentaires aux miennes, outre nos sujets de geek tout à fait communs. Donc je te pose la question, comment en es-tu arrivé là? Je t'ai dit, pour moi, tu es trop faible spirituellement pour résister à ce qui a été la première attaque extérieure que tu n'as pas comprise, qui a réveillé sans doute de l'irrésolu en toi, puisqu'on est dans la psychiatrisation de l'ennemi, n'est-ce pas? Du reste, le public en a été témoin, c'était assez net. Jamais je ne t'ai témoigné le manque de respect que toi tu m'as témoigné durant des émissions et pas que celle du 14. Mais c'est ton délire. Par contre, moi, il y a 2-3 moments où j'ai aussi déconné. J'ai fait un tunnel foireux sur le Crocus, etc. Il n'y a pas de problème, je m'en suis excusé. Et là, vraiment, c'était du réglage, mais vraiment, c'était foireux. J'étais aussi fatigué, j'étais moins performant, tout ce que tu veux. Là, clairement, on en avait parlé. Néanmoins, Raphaël, c'était pas correct. Et il y a aussi autre chose, tu vois. Moi, je reconnais mes amis à une chose.
C'est que quand on se parle l'un l'autre, on avoue quelque part un complexe vis-à-vis de l'autre, comme si on pensait que l'autre était meilleur. Et en fait, c'est quand tu as cette dynamique de synergie où chacun estime l'autre en le pensant meilleur que soi sur certains sujets. Et c'est en fait ça, c'est une dynamique élévatrice qui est vraiment fraternelle, qui est vraiment bonne en termes de synergie, en termes d'émulation et surtout de complémentarité. Donc je pense que le public aimait bien notre binôme. Tu as cassé ça pour tes raisons personnelles, c'est ton problème. Bon, enfin, c'est plutôt le mien parce que moi, tu vois, moi j'étais payé, j'étais content. C'est toi qui as gardé le gros salaire, Raphaël. 3 000, 4 000 certainement? Bon, c'est bien. Mais c'est pas grave. On va dire que je suis un vilain jaloux. C'est pas grave. D'une façon ou d'une autre, je retombe sur mes papates. Par contre, moi, quand Franck Penga me disait que c'est GPTV qui t'a fait, non, non, que dalle, c'est mon expertise. La caisse de résonance de GPTV, en effet, était une bonne chose, mais c'était une synergie. Par contre, ces grosses tentatives de négociation de gros mafieux, j'y avais bien répondu et ce sera intéressant de voir ça devant le tribunal parce que, de fait, en droit, il y a deux, trois petites choses qu'il sera intéressant de voir dans mon dossier juridique à moi. Chaque chose en son temps. Ça, c'était pour Raphaël. Raphaël, je maintiens que je te conserve toute mon estime fondamentalement pour ce que tu es, mais évidemment pas pour ce que tu m'as fait. Mais c'est la base d'un jugement en droit. On juge un fait, on ne juge pas un homme. On juge un fait, donc limité dans le temps. Ça peut être un homme qui a déconné, mais ça ne veut pas dire qu'on juge l'intégralité de l'homme. Par contre, quand on condamne, là, on étudie l'homme, et c'est là où on aura tendance à édulcorer la condamnation par rapport au jugement initial. Ça, c'est pour le petit détail. Mais bon, voilà, quand tu seras retombé sur terre, Raphaël, on pourra causer de tout ça. Et tu sais ce que je pense, mais tu sais, ce que je pense de toi, c'est vraiment sincère. J'ai une grande estime pour toi. Et je n'appréciais pas, je te l'ai dit à moult fois, comme tu te sous-estimais, c'est pas grave, mais comme tu te sous-estimais intellectuellement, quand tu t'excusais limite de dire des choses, alors qu'au contraire, je t'encourageais, parce qu'à chaque fois que tu l'ouvrais, c'était pertinent. Là, c'est bien que tu te déploies avec Nicolas, c'est merveilleux, tout ça, tout ça. Mais pour moi, on est passé à côté de quelque chose, toi et moi, mais c'est à ta discrétion. Par contre, que tu m'aies saqué, toi, que tu étais la cheville ouvrière déterminante pour me faire évincer, Raphaël, ça sera à toi de m'en demander pardon. Il faudra un petit saut de maturité peut-être, je pense. De maturité et de recul sur toi-même. Mais bon, anyway. Concernant Franck, à présent, ça se passait très bien, à part qu'on a deux façons différentes de fonctionner. Lui, il a besoin d'être rassuré au téléphone. Moi, je fais des capsules vocales sujet par sujet. Et surtout, je fixe ensuite, toujours, tout par écrit. Je n'aime pas que les ordres changent tous les 4 matins. Je n'aime pas les chefs qui reviennent sur leurs accords ou qui prétendent des choses fausses pour établir une relation de domination foireuse. Le coup du tu n'écoutes rien, j'aime pas que tu me répondes, etc. Bah, quand je me vois envoyer des choses fausses ou foireuses, ou bien que je demande des ordres clairs ou que je les verbalise, un paragraphe, c'est pas beaucoup. Un paragraphe, c'est vraiment pas beaucoup. Il y a que pour la fin, là, quand ça a été nécessaire, ça a été 4 pages d'argumentaire et j'ai eu raison de le faire. J'ai eu raison de le faire et on verra devant tribunaux. J'espère pour vous que vous n'avez pas totalement détruit les preuves, que vous en avez au moins gardé trace. Si vous êtes malin, vous l'avez fait. C'est même pas sûr, mais j'ose espérer pour vous que vous l'avez fait, parce qu'en plus sur Telegram, c'est vachement facile. Ça serait dingue que vous ne l'ayez pas fait. Mais si vous l'avez fait, ça sera encore plus utile, parce que moi, il y a deux trois petits boulots, deux trois petits morceaux que j'ai pas. J'ai l'essentiel, j'ai vraiment suffisamment. Nous avions eu très peu de problèmes avec Franck avant, de ce type avant Charlottesville, mais début août, Franck ne comprenait même pas pourquoi Raphaël m'avait soudain pris en grippe. Avec ton, Raphaël, ton hop, et hop, ça dégage de petits roquets susceptibles. C'était n'importe quoi, ça. Et surtout, surtout, dès la première affaire de gros sous, Frank Pengam a changé de comportement pour devenir vraiment quelqu'un de très dominateur, ce que j'avais déjà senti du reste, notamment quand j'avais été pris pour une diva, quand je voulais des titres moins putaclic, ou me soumettant à un chantage donc lamentable. Il l'avait déjà un peu fait, mais là, avec force arguments intenables en août, c'était vraiment lamentable. En tout cas, j'estime que là-dedans, il y a surtout l'arrogance que donne l'argent trop vite et trop tôt pour un jeune homme sans assez de recul sur pas mal de choses. Et clairement, parce que soudain, il a flairé l'argent, il a développé toute une rhétorique foireuse, des arguments intenables, et quand j'ai démonté chacun de ces arguments de piètre valeur un à un, il m'en a tenu bien sûr rigueur. Il a voulu se livrer à des représailles, il a tenté d'endormir 15 jours ma méfiance, mais je me suis quand même méfié, et aussi parce que je sens parfois les choses, et en phase finale sans aucune logique, de manière totalement irrationnelle, Frank Pengham s'est rendu coupable de quelque chose qui devenait une véritable escroquerie, sans que j'en sois tenu au courant. C'était absolument intenable juridiquement et c'est comme s'il ne s'en rendait pas compte. Donc il y a une absence de cohérence rationnelle dans l'enchaînement de ces décisions, à part l'idée de me faire payer en représailles, le fait que j'ai pas accepté sa rhétorique de mafieux qui était vraiment lamentable. À tel point donc, c'était tellement irrationnel que je me suis vraiment posé la question d'une cause occulte, tellement son comportement était devenu illisible et incroyable.
avec moult impolitesses et tout ce que vous voulez. De fait, la cause occulte, moi je le sais et moi j'ai fait le nécessaire tant pour Raphaël que pour Franck. Ils ne sont pas prêts de le comprendre, mais ce n'est pas grave. Voilà pour globalement les faits, voilà pour le relationnel. Et tout cela pour moi est vraiment idiot. C'est vraiment idiot. Mais de quel droit peut-on imposer au public qui commande un ouvrage de s'asseoir sur les paiements de cet ouvrage précommandé et de voir ça comme un don pour GP? Quel est le que quel niveau d'irrespect du public ça correspond tout ça? À quel niveau d'irrespect du public cela correspond-il? Au nom de quoi se met-il également soudain à psychoter et me verse-t-il les 50-50 alors que je lui dis de bout en bout qu'on n'a pas les coups? Et surtout pour, en représailles, me virer juste après, alors qu'il savait pertinemment qu'on devait continuer des émissions ensemble et qu'il me mène en bateau pendant 2 mois, en tout cas, au moins tout le mois d'août. Là-dessus, c'était une telle déloyauté que, ça se réglera devant les tribunaux. Donc j'ai été viré de façon inique, c'est indéfendable. L'ironie lamentable, c'est que si je n'avais pas parlé de Charlottesville, nous n'aurions jamais eu ce problème. La collaboration n'aurait pas cessé, c'est d'autant plus ridicule, quoi. Tout Franck m'en avait clairement parlé depuis des mois que c'était à moi de lui proposer des formats, alors que moi j'étais posé. Moi je fais attention aux gens dominateurs justement. Je fais attention, puis c'est la base dans l'entreprise. D'abord on prend ses marques et après on propose. Et c'est seulement après que Franck a fait le malin en disant ouais, vas-y, force de proposition, alors qu'au début, non. C'était pas le. Pour moi, je m'intégrais d'ailleurs d'abord dans un dispositif avant de pouvoir prétendre dire ouais, je vais tout réformer, etc. On se relaxe là-dessus. Raphaël également m'en avait parlé, en me laissant clairement entendre que son appréciation sur moi allait être déterminante dans la décision de Franck. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai dit à Franck, début août, sois sûr que ce soit vraiment ton avis et pas celui de Raphaël, parce que je ne comprends même pas pourquoi Raphaël est à ce point irascible contre moi. Grosse susceptibilité et surtout des vraies méprises quand il a cru que je revenais sur des choses que j'avais parfaitement admises sur le peu de choses qu'il avait à me reprocher, mais c'est vraiment pas grand-chose, Raphaël. Je pense qu'en termes de collaboration, il faut vraiment le vouloir pour que ça se passe mal avec moi, quoi. Mais bon, si tu es le seul à si tu penses l'inverse, si tu es vraiment le seul à le penser, c'est ton problème. Nicolas Stocker aussi m'avait parlé de ses émissions, mais lui a toujours été affable et aimable, et il n'y avait pas de logique de jalousie, concurrence entre Nicolas Stocker et moi, bien plus une estime réciproque à mon avis, ainsi qu'un certain goût pour l'ésotérisme. Concernant donc Franck, et en plus les publications de Charlottesville, c'était nos 2 idées qui se rejoignaient. Le fait de publier mes ouvrages d'un côté ou des formats numériques, ce qui est une très bonne chose pour GP et pour moi aussi, et également de donner des documents ou des éléments exclusifs additionnels pour les abonnés GP, c'était très bien. C'était vraiment, créer une sorte de un peu d'école de pensée. Il y avait quelque chose qui était très bien là-dedans. Franck avait eu l'idée foireuse donc de donner mon livre aux abonnés, non, mais la solution intermédiaire, les synthèses, et là-dessus, il avait convenu que c'était une meilleure idée, et pour moi, en plus, le faire même gratuitement en échange de la continuité de notre collaboration, parce que lui avait été brimé, parce que je lui avais dit non à sa renégociation mafieuse, tout cela, c'était voilà, c'était une façon de huiler, de restaurer les choses. Mais Franck est revenu vraiment sur sa tentative de lamentable renégociation mafieuse, avec tous les arguments désobligeants. C'était vraiment, il y avait beaucoup d'irrespect dans l'équation. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. En tout cas, moi, j'ai recommandé la conduite à tenir pour tous les gens qui sont curieux au sujet de GPTV. La moindre des choses, de mon point de vue, c'est plus d'argent pour eux. Ils ont tellement d'argent, Franck ne sait plus quoi en faire. C'est bien qu'ils fassent vivre toute une, toute une entreprise, 20 personnes, c'est super. Par contre, moi, les personnes qui viennent me voir en disant j'ai de l'argent, je voulais traiter avec GP, mais est-ce que vous pouvez, après ce qui vous est arrivé, est-ce que vous pensez que c'est pas des escrocs, machin, il est évident que je ne suis plus en situation de leur recommander de traiter avec GPTV après l'escroquerie absolument manifeste dont j'ai été moi-même la victime et mes lecteurs, c'est évident. Donc plus un sou pour eux. Par contre, moi j'ai un Tipeee, hein, si vous vraiment vous voulez, on vote avec sa carte de crédit, dans le sens où c'est ce que disait mon vieux maître en arts martiaux, qui est pas si vieux que ça, mais on vote avec sa carte de crédit, et entre mettre de l'argent dans GP qui est capable, avec Franck Pengam et Raphaël, de manquer à ce point de respect, de s'aborder une collaboration avec tant de mensonges, dans un contexte d'une telle escroquerie,
C'est absolument indéfendable. Si vous défendez ça, il y a pas de problème, mais vous pouvez aussi en prendre, on va dire, la mesure puisque de l'autre côté, il s'agit pour moi de recréer un écosystème avec pas mal de gens qui me rejoignent, avec sans doute des collaborations bien plus sérieuses. Celle justement que voilà, qu'il est une bonne chose aussi que je n'ai pas forcément ouvert mon réseau à GPTV parce que j'avais dit à Franck, la vraie confiance vient avec le temps. Quand je flaire quelque chose de dominateur, je ne veux pas non plus le dire, sachant aussi que mes contacts peuvent être liés par le devoir de réserve ou ce genre de choses. Il peut y avoir ce genre de choses. Toujours est-il que ce genre d'immaturité de gamin qui veut toujours plus, comporte-toi déjà de façon fiable et après on verra. C'est ce qui se passe chez les grands, en fait. Et ça, c'est le vrai problème parce que quand on la grande leçon de tout ça, souvenez-vous, j'avais parlé de Comment meurt un réseau, un ouvrage du colonel Rémy, un ouvrage rare. J'avais également parlé de Comment on devient agent secret du colonel Rémy, lorsqu'à la fin, il parlait de 3 qualités nécessaires en matière d'action clandestine, par extension, dès lors que l'on prétend à être de la dissidence, etc. Il faut avant tout une vraie connexion spirituelle. Avant cela, il faut de l'instinct. On renifle avec qui on travaille, et c'est sur le temps long, la confiance, l'instinct, etc. pour la survie, c'est important. Et il faut surtout de l'humour. Quand on n'a pas d'humour sur un point, il y a un vrai problème. En l'occurrence, sur chaque chose que je vous dis, pour moi, c'est ridicule tout ça. Je suis capable d'en rire, mais c'est anormal. Mais par contre, pour moi, comme je dis, comment meurt un réseau, c'est l'immaturité. L'immaturité, Franck Pengam, Géopolitique profonde, et Raphaël prétendent parler de sujets extrêmement sérieux. Raphaël, j'ai oublié de le dire, a un gros problème de mépris de son public. Raphaël, c'est un vrai problème chez toi. Je sais que tu as beaucoup plus d'expérience que moi là-dessus. Tu méprises certains types de dissidents très excités. Je comprends parfaitement et c'est toi qui m'as appris ce genre de choses. Par contre, tu méconnais la façon dont on peut orienter les gens posément vers quelque chose de mieux, peut-être parce que tu n'as pas encore forcément développé cette capacité en toi. Toujours est-il que je comprends parfaitement que ton mépris soit fondé face à certains énergumènes, mais face à d'autres, il est très souvent la conséquence d'une incapacité à correctement amener les gens sur la voie de leur propre évolution. C'est plus confortable de les mépriser, mais c'est beaucoup moins spirituel. Donc ça sera un point sur lequel, Raphaël, tu devras progresser. Franck Pengam peut-être aussi, mais surtout Raphaël, mais je pense aussi Franck aussi là-dessus. Toujours est-il que, pour moi, tout cet enchaînement était tellement dingue que j'ai clairement envisagé une hypothèse extérieure, donc une cause occulte, parce que, enfin, la leçon de tout ça, c'est que parfois ce sont les méchants qui gagnent, mais surtout que pour démolir un réseau, rappelez-vous comment meurt un réseau, colonel Rémy, pour démolir un réseau, il faut cibler ces éléments qui ont oublié les 3 préceptes de Rémy. L'instinct, la connexion spirituelle et l'humour. La connexion spirituelle, c'est le problème, parce que dès lors que l'on touche à des sujets spéciaux, quand je parle des luttes d'influence au sein de la franc-maçonnerie, oui, il y a pas mal de vilains, ce qu'on appelle des frères de l'ombre. C'est pas limité à la franc-maçonnerie, mais des gens qui ont une fâcheuse tendance à pratiquer des petits types de magie noire oubliée, ce genre de choses. Et comme les gentils n'y connaissent rien et comme les gentils ont souvent des failles, parce que derrière l'idéal de Raphaël, il y a peut-être aussi d'autres choses, mais il faut bien veiller à limer les propres causes par lesquelles on pourrait être attaqué dans ce contexte-là. Des causes matérielles et des causes subtiles, mais c'est le problème de ce qu'il s'est passé. Pour moi, il y a eu une attaque extérieure, c'est même pas pour moi, je le sais. Il y a eu des attaques extérieures, on m'a ciblé moi, on a ciblé ma relation de travail. Ça a été l'origine de en fait, c'est la conséquence de choses courageuses que j'ai dites. Ceux qui voulaient les comprendre les ont compris, les initiés les ont compris, et malheureusement bien plus souvent également les frères de l'ombre que, les gens qui au sein de la dissidence sont dans une grande confusion mentale concernant les enseignements spirituels qui devraient être à la base de l'histoire de France et qui devraient être partagés au sein de la dissidence. Si nous avons une dissidence à ce point désunie, c'est parce que justement, ce travail de réunification spirituelle n'a jamais été fait, et c'est notamment ce que je vais faire sur ma chaîne, c'est ce que je vais faire de toutes les façons possibles, et c'est bien dommage que GP TV m'ait viré, alors que du coup, là, on les sent soudain, on m'a beaucoup apporté ça, GP TV soudain s'oriente vers des sujets ésotériques, spirituels, machin, c'est très bien, c'est très très bien. Je suis vraiment enchanté de ce genre de choses. Mais peut-être que d'une façon ou d'une autre, c'est pour ne pas être débordé par ce que je vais déployer, mais dans ce sens, auquel cas je leur souhaite bien du courage. Mais avant tout, il n'y a pas de concurrence, il n'y a que de l'émulation. Enfin, il y a de fait de concurrence, mais c'est une très bonne chose que GPTV m'ait viré parce que je parlais des sujets ésotériques, mais que de l'autre, enfin, en prétendant ça, c'est de la mauvaise foi, bien sûr, hein, mais que de l'autre côté, ils vont volontiers vers ces sujets-là. Mais c'est avant tout parce que Nicolas Stocker a un goût pour ces choses-là et c'est une très bonne chose. Toujours est-il que, comment meurt un réseau, je vous dis que ce cas d'école de GPTV
est un cas d'école sous l'angle de l'esselement et du ciblage sélectif à partir des éléments les plus dangereux, les plus pertinents, ou alors ceux qui ont le plus de failles. Tout ça pour émousser la cohérence d'un réseau et pour le morceler, pour le détruire. C'est ce que subit la dissidence. Raphaël diagnostique vaguement les conséquences, mais pas du tout les causes, puisque lui-même fait partie des causes, en fait. La faiblesse, on va dire, psychologique ou spirituelle face aux premières attaques. T'as rien vu venir, Raphaël. T'as rien vu, ni Franck non plus. Et pourtant, je le répète, j'ai fait ce qu'il fallait pour vous, mais vous ne le comprendrez pas et ce n'est pas grave. Mais un jour, si vous voulez m'en parler entre quatre yeux, on s'en parlera, mais seulement le comprendrez-vous. Moi, je laisse ça à votre portée, mais voilà. Le grand problème de tout cela, c'est qu'il est particulièrement donc débile. Je considère que GPTV, on m'a posé la question. Pour moi, GPTV n'est pas une opposition contrôlée. Par contre, peut-être que, à mon avis, ils ne sont pas shadowban sur les réseaux, mais enfin, ils ne sont pas une opposition contrôlée. C'est ce qui est pour moi particulièrement débile dans tout cela, parce que GPTV, je maintiens, était une excellente initiative et c'est bien dommage parce que GPTV correspondait à un besoin. Il y a des opérateurs qui sont censurés. GPTV leur donnait une tribune, c'était une très bonne chose. On aurait pu faire un travail très intéressant, je leur amenais d'autres personnes. Mais là, on a eu une avidité aveuglée, un manque de conscience des enjeux et une immaturité de la part de Raphaël et de Franck. Résultat, un morcellement et un affaiblissement de la pseudo-dissidence. Et conséquence collatérale, les timbrés ont le champ libre, les Walter Boujna, Panamza et compagnie. C'est le problème des réseaux de résistance qui ne sont pas professionnels, des humains trop peu ancrés, sont vulnérables dès qu'ils bâtissent quelque chose qui devient sérieux. C'est ça la leçon. Donc c'est la raison pour laquelle les enjeux ne sont pas forcément exotériques, sont bien plus ésotériques, c'est-à-dire intérieurs, c'est-à-dire que c'est super de comprendre le monde, mais dès qu'on touche à certains sujets, il faut être très ancré et il faut éviter les feux alliés, parce que comme ça, on détruit la cohérence d'un réseau en ciblant ses meilleurs éléments parce qu'on a été poussé et mis dans une certaine confusion mentale pour les cibler. C'est d'ailleurs le principe de tout ce qui est magie noire et compagnie machin. On peut faire beaucoup de choses dans beaucoup de sens, mais voilà le gros problème de ce qu'il s'est passé. Enfin, voilà l'hypothèse de travail occulte additionnelle face à tellement de comportements irrationnels, soudainement irrationnels, de la part de Raphaël et de Franck. J'envisage cette hypothèse de travail-là. Nous pouvons la garder simplement comme une hypothèse de travail tout à fait irrationnelle. Voilà, je la livre à votre sagacité. Je vous dis donc bonne chance, bon courage, et vous n'êtes pas à l'abri d'une prise de conscience. J'envisage que Raphaël et Franck ne soient pas à l'abri d'une prise de conscience. Au pire, on verra ce que ça donne devant procès, mais en tout cas, aujourd'hui, tant qu'ils n'ont pas remboursé de leur propre initiative tous les acheteurs, ils sont largement blâmables et de mauvaise foi, puisqu'ils n'ont commencé à le faire que parce que je lui ai dit par A plus B ce qu'il fallait faire à partir de son mail complètement foireux du 26 août. Qu'ils prétendent aujourd'hui qu'ils soient tous mignons et qu'ils ont tout fait bien comme il faut, c'est parce que moi je le leur ai suggéré. Et je pense qu'à partir du moment où j'ai allongé le tir, soudain, l'histoire de la date butoir du 31 août, on n'en a plus entendu parler. Mais c'est ce que j'avais dit à Franck dès le 26, 27, 28 août. Ce n'est pas correct, l'enchaînement n'est pas correct, il y a beaucoup de mauvaise foi, beaucoup de déni. Mais voilà, chacun choisit tout ça. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et ce sera donc le résumé de mon affaire avant donc suite judiciaire et on verra ce que ça donne. On verra si les gens sont devenus intelligents. Mais fondamentalement, ce que je pense, c'est que Franck a tellement de pognon qu'il en a rien à foutre de payer des avocats et ça sera quelques milliers d'euros, etc. Fondamentalement, il n'en a rien à foutre. Mais moi, je vous ai donné aujourd'hui un mode d'emploi de comment on détruit un réseau et de fait, quelle est ma position dans une affaire dans laquelle j'ai été parfaitement intègre. Je fais le choix de l'intégrité. J'ai été viré d'une façon absolument inique, mais bon, encore une fois, c'est pas le rejet, c'est le mensonge qui me pose problème. Que ça soit bien clair dans ta tête, Raphaël. Bon, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt sur ma chaîne, justement sur les sujets qui manquent à GPTV. Merci beaucoup.